Le dimanche 19 mai 2024, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée avec ces scénarios des coups d'État. Tout d'abord à la résidence de Vital Kamerhe, le désormais président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Ensuite, au palais de la Nation, le bureau du président Tshisekedi. Ces scénarios a juste monté, ou bien qui a pour auteur principal Christian Amalanga, cet officier formé par l'armée congolaise avant de se rendre du côté des États-Unis d'Amérique avec son groupe. Au sein de ce groupe, bien sûr, il était même tenu compagnie par son enfant aujourd'hui, qui est arrêté par la justice congolaise. Malanga, lui, qui a été tué à l'extrémisme le même jour. Après ces scénarios, mais parmi ces personnes qui étaient dans le groupe de Christian Malanga, il y a des sujets étrangers, des Américains, un Britannique et des Congolais venant surtout du côté du Congo central, venus ici à Kinshasa pour cette tentative de coup d'État, comme l'a qualifié bien sûr l'armée de la République démocratique du Congo, au rythme d'un film d'Hollywood qui a échoué avec après l'intervention de l'armée congolaise, messieurs et dames. Mais ces sujets aujourd'hui, qui certains des Congolais justement des juridictions congolaises sont compétentes de juger ces personnes, mais d'autres ne sont pas congolais. Des Américains, des Britanniques, comme je le disais au rythme de cette émission, est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle compétence de juger des sujets étrangers et surtout en ce qui concerne cet acte, cette façon de faire les choses? Dans ce pays, il y avait une circulaire signée par Madame le ministre de la Justice Rose Mutombo, vous le savez, sur la haute trahison. Aujourd'hui, certainement des Congolais là peuvent ou bien seront condamnés pour haute trahison pour cet acte posé. Mais est-ce que cette circulaire peut aussi inclure des sujets étrangers comme l'enfant de Christian Amalanga et tant d'autres qui sont dans ces groupes? Des questions, bien sûr, qui méritent d'être posées, messieurs et dames. Interface, c'est numéro spécial sur les antennes de votre chaîne. Une fois encore, dimanche 26 mai 2024, messieurs et dames, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Cédric Toumba. C'est avec lui qu'on va parler. On ne parle pas de la politique ici. On ne va pas analyser cette thématique sur le plan politique, mais sur le plan juridique, pour voir les compétences de la République démocratique du Congo avec ses juridictions. Certainement, si le temps va nous permettre, on va aussi revenir sur les bavures policières aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous savez, cette opération Panthère, lancée par Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur, ça fait un débat aujourd'hui sur les arrestations arbitraires, certainement, de jeunes dans tous les quartiers de la ville province de Kinshasa. Il y a même une maman qui a perdu la vie le mois passé avec son enfant. Et beaucoup a parlé, pointé du doigt la police nationale congolaise à travers cette opération Panthère, des accusations justement que la police avait rejeté, illico presto, rejeté pour dire que la police n'est pas artère de cet acte menant à cette maman à perdre sa vie et son enfant. Cette opération Panthère aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on puisse arrêter par exemple un jeune justement parce qu'il a beaucoup de cheveux? Juridiquement, ça passe. Est-ce qu'il y a des lois qui en parlent dans le droit pénal congolais, droit civil, ou bien si c'est quoi là, je sais pas, je suis pas juriste. Maître Cédric va nous donner des explications, des éclaircissements à commenter dans cette émission. Bonsoir Maître Cédric et bienvenue. Bonsoir Monsieur Daniel Roland, merci pour votre invitation. Alors Maître, on va commencer avec cette actualité, cette thématique concernant l'incursion, cette tentative de coup d'État le dimanche passé, comme l'a si bel et bien souligné l'armée congolaise dans son communiqué, qui a dit que l'armée a déjoué une tentative de coup d'État. D'abord, avant de revenir sur la compétence des juridictions congolaises,
d'entrée de jeu, votre réaction à chaud par rapport à cet acte qui on espérait plus voir dans ce pays après justement comment le départ de Maréchal Mobutu après l'entrée des AFDL, Joseph Laurent Désiré Kabila qui est mort, qui a été tué. Et maintenant, Joseph Kabila au pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, au moment où la RDC a pris cette habitude de commencer d'organiser les élections, justement pour élire ses dirigeants d'une manière démocratique. Aujourd'hui, faire la main en culpa avec ces genres des actes, voulais-je dire justement, ces tentatives de coup d'État. Vous, comment vous pouvez analyser cette manière de faire les choses? Bon, en fait, nous ne pouvons que condamner d'abord les actes, n'est-ce pas, qui tendent à la déstabilisation des institutions et les actes qui tendent, bien entendu, à la récupération du pouvoir par la force. Parce que il est toujours de principe que toute tentative de déstabilisation d'un État ou des institutions des États a toujours de retombées qui ont toujours aussi été négatives. Mais je m'en veux aussi préciser une seule chose, c'est qu'il y a d'un côté certaines personnes qui refutent la thèse d'après laquelle les actes posés par Christian Malanga et ses complices ou ses co-auteurs constitueraient une tentative d'un coup d'État. Il y a d'autres qui disent qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État parce que les critères formels, n'est-ce pas, d'un coup d'État, les actes de Christian Malanga ont manqué à la perfection des critères formels de l'organisation d'un coup d'État. Puisque certains estiment, je crois que vous l'auriez aussi entendu, que pour faire un coup d'État, il y a des institutions, n'est-ce pas, que les assaillants doivent prendre en otage, en l'occurrence l'aéroport et puis la chaîne nationale. Mais je m'en veux aussi dire que en réalité, comme disent les Quinois, quoi la bateke, la bagiriste. Donc la qualification d'un acte ne se traduit pas en réalité par un mode opératoire unique. Vous voyez? Donc chaque organisation criminelle a toujours la manière dont elle opère pour aboutir ou atteindre son objectif. Et donc, certes, à l'image de l'apparence de la chose ou à l'apparence des actes de Christian Malanga, on a les risques de parler bien entendu d'un sabotage. Voyez-vous, du palais de la nation. Sabotage parce que vous voyez les gens qui, non seulement ils entrent dans le palais de la nation, non seulement qu'ils ne tuent pas, ils viennent à l'ère à laquelle il ne pouvait en aucune manière y avoir le président de la République là, quoi qu'il soit parti à la résidence privée de Vital Kamerhe, et auquel cas ils auraient normalement tué, ainsi de suite. Vous voyez que la qualification des actes posés par les assaillants ne doit pas être tributaire des actes posés essentiellement au palais de la nation pour parler bien entendu du coup d'État. Voyez-vous? Et lorsqu'ils ont visé la résidence privée du chef de M. Vital Kamerhe, du président, actuellement président de l'Assemblée nationale, est-ce que devrions-nous qualifier ça de coup d'État? Non, voyez-vous, même pas de la tentative du coup d'État, parce que les assaillants ont commencé à commettre des infractions d'une manière isolée, parce que nous aurions aussi entendu ou appris qu'ils auraient ravi un véhicule Range Rover, parce que c'est la version du ministre de l'Intérieur. Ils auraient ravi un véhicule Range Rover d'un monsieur Kevin qui avait résisté, n'est-ce pas? Et puis, face à cette résistance, les assaillants l'avaient tué, n'est-ce pas? Et puis, après l'avoir tué, ils sont encore partis, ils ont pris donc chaque fois parce que le ministre de l'Intérieur a dit qu'ils provenaient, ils sont entrés par le Congo central, et à mesure qu'ils avançaient pour atteindre la province de Kinshasa, ils posaient des armes maléfiques. Ils ne faisaient que ravir de véhicules d'autrui. C'est ce qui les a permis en réalité d'entrer jusqu'à la présidence. Mais je m'en vais préciser une chose, monsieur Daniel Roland, c'est que nous ne pouvons pas avoir une sécurité qui est réactive. Voyez-vous, nous devons être dans un état
où la sécurité doit être beaucoup plus proactive que réactive. Proactive, c'est-à-dire bien avant même que la chose ne s'accomplisse, bien avant même que la prévention, les assaillants puissent poser les actes, vous êtes à même de déceler, n'est-ce pas, l'organisation criminelle ou une bande criminelle déterminée. Il est certes vrai que le ministère de l'Intérieur, avec tout ce qu'il a comme agence nationale de sécurité, des MIAP, tout ce qu'on connaît là. le ministère de la Défense aussi. Exactement. Ils peuvent certes agir, mais les criminels cherchent toujours à prendre de mesures pour contourner, n'est-ce pas, la vigilance des autorités qui occupent la sécurité de l'État. Mais ce n'est pas une raison. Parce que dans un État, c'est d'abord la prévention qui vaut. Et c'est la protection de personnes et de leurs biens, n'est-ce pas, tient lieu de la prévention à toutes les infractions que pourront commettre les potentiels criminels. Alors, maître, pardon, pour vous relancer, ces débats, d'ailleurs, vous l'avez bien fait de le souligner aujourd'hui sur ces débats sur une tentative d'assassinat ou bien tentative d'un coup d'État. Sur le plan juridique, vous, est-ce que, après avoir passé par la maison de Vital Kamerhe et jusqu'au Palais de la Nation, peut-on parler vraisemblablement d'une tentative d'un coup d'État, ou bien, justement, il faut parler d'une tentative d'un assassinat qui a arrêté justement par chez Vital Kamerhe. Certainement, les assaillants ont voulu faire l'assimilation pour ne pas donner l'impression qu'ils étaient justement venus seulement chez Vital Kamerhe. Bon, en fait, en réalité, le renversement, n'est-ce pas, par la force d'un régime constitutionnel organisé et institué, constitue bien entendu un coup d'État s'il est organisé par le militaire, parce qu'il peut y avoir le renversement par le militaire, bien entendu, du régime constitué. Mais je vous ai dit tantôt qu'on ne saurait pas d'emblée, n'est-ce pas, qualifier ces actes d'un coup d'État ou d'une tentative de coup d'État, parce que les criminels, n'est-ce pas, Christian Malanga a posé des actes non seulement isolés, mais aussi des actes au fin de leur, n'est-ce pas, chemin criminel. Donc, d'une part, quand il est parti dans la résidence privée de M. Vital Kamerhe, qui était alors député national, cet acte ne constituait qu'une tentative d'assassinat. Voyez-vous, d'assassinat, pourquoi ils ont prémédité d'aller à la résidence de Vital Kamerhe et tirer des coups de feu jusqu'à les tirer, n'est-ce pas, jusqu'à les tuer. Et nous aurions aussi appris que ils ont fait entrer les drones dans sa parcelle, ce qui a bien entendu surveillé. Vous savez, monsieur Daniel Roland, je vais vous révéler une chose qui me cœur peut-être. C'est qu'il y a un problème grave de sécurité dans notre État. Pourquoi? Je vous donne un exemple simple. On nous dit qu'il y a un drone qui est entré dans la parcelle, dans la résidence de Vital Kamerhe, lequel drone aurait bien entendu pris toutes les dispositions, n'est-ce pas, de la parcelle, ce qui a fait que les criminels puissent tirer, tuer, entre guillemets, 2 policiers. Vous voyez qu'il y a un problème de sécurité. Vital Kamerhe, il est ministre, il était ministre. Ministre, bon, il est bien jusqu'à preuve du contraire parce qu'il n'y a pas de remise et reprise. Voilà. Il est ministre de l'économie. Mais avec toute la sécurité qui est confiée au ministre, je ne vois pas comment les criminels sont venus pour déstabiliser et mettre à terre même 2 policiers. Vous voyez que bon, lui, certainement, parce qu'il avait démissionné bien avant, certainement, une partie de ses policiers ont été retirés. Vous avez totalement raison, mais il n'est pas aussi n'importe qui. Voyez-vous, vous savez, dans notre État, l'essentiel, c'est d'assurer la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens. Et l'essentiel, c'est de procéder à de patrouilles généralisées, la nuit comme la journée, n'est-ce pas, dans la ville de Kinshasa. Voyez-vous, parce que plus vous faites des patrouilles dans des coins bien déterminés, vous savez que la police sillonne, à GB, à Gombe, Massina et autres, cette patrouille peut au moins permettre aux criminels de désister à l'acte criminel posé ou préparé. Voyez-vous, je vous donne un autre exemple. Ici, à Bandal, j'aurais aussi appris qu'il y a eu certains assaillants qui avaient vandalisé ces Western Union. Western Union. Voyez-vous. Donc, pour la deuxième, si c'est pour la deuxième ou troisième fois. Voilà. Ce n'est que c'est la 3e fois ici qu'on les avait attrapés et qu'ils n'avaient pas opéré parce que la police ou
le JR avait réagi, n'est-ce pas, promptement ou avec célérité. Donc, je m'en vais vous dire que la qualification des actes posés par Christian Malanga est tributaire, bien entendu, de quoi? De chaque acte posé. Par les actes isolés, ils ont commis, bien entendu, la tentative d'assassinat à raison de Vital Kamerhe, sans compter le meurtre ou le meurtre dans le chef de qui? De policiers. Voyez-vous? Parce que lorsque vous venez pour viser, tuer Kamerhe, vous arrivez dans sa résidence. Vous n'avez pas en réalité prémédité que le policier soit tué. Parce que dans votre plan, vous savez que nous partons pour tuer Kamerhe. Ok? Donc, ce qui est prémédité, c'est le décès ou la mort qui doit survenir, n'est-ce pas, des actes criminels dans le chef de Kamerhe. Mais lorsque les deux policiers viennent à mourir, à l'issue de coups d'effet, il s'agirait bien entendu de meurtre dans le chef de ces policiers-là. Et de l'autre côté, lorsqu'ils sont partis au palais de la nation, certes, dans leur chemin criminel, l'objectif était de renverser le régime au regard, bien entendu, de ce que Malanga disait. Vous voyez, ce qu'il disait, ça révèle bien entendu qu'il y avait une bande de personnes qui avaient bien organisé le renversement du régime, mais seulement leurs actes avaient manqué à la perfection d'un coup d'État proprement dit. Certes, on parle même du manque de la clameur publique. Bon, clameur publique, je ne vois pas dire ça parce que c'est à quelle heure normalement les actes de Christian Malanga avaient posé ces actes-là. Vous avez, entre guillemets, on aurait appris que Vital Kamerhe, ils sont partis à 1h du matin. C'est l'heure à laquelle tout le monde dort, par exemple. Et puis, quand ils sont partis au Palais de la Nation, à 1h du matin, c'est une institution, c'est pas là où les gens dorment. C'est là où les gens travaillent. Et donc, quand ils sont entrés comment? Ils ont mis en place toutes les techniques de telle sorte qu'ils y accèdent dans le Palais de la Nation et mettre à terre le soldat qu'ils trouveraient, entre guillemets, tuer aussi le président s'il y serait. Mais le comble, c'est que, comme je vous ai dit, c'est une tentative du renversement, n'est-ce pas, du pouvoir, parce que les gens qui ont posé des actes de sabotage du palais de la nation avaient à l'idée, ou dans leur intention, ils sont venus pour tuer, n'est-ce pas? Tuer qui? Le président de la République, les prendre en otage selon les cas. Et pour ce faire, ils ne sont pas partis à la cité de l'Oya pour se faire, mais ils sont partis au palais de la nation. Certes, le palais de la nation, au regard de l'ère à laquelle ils sont venus, ils ne pouvaient pas rencontrer le président de la République là-bas, parce que ce n'est pas un domicile où il y dort. Donc, vous comprenez, monsieur Daniel Roland, que même dans l'hypothèse la plus improbable, où l'on pourrait considérer, n'est-ce pas, les actes posés par Christian Malanga comme des actes de renversement du régime, certes, ils ne pouvaient en aucune manière aboutir à leur objectif, lequel qui est essentiellement l'objectif de renverser le régime en tuant le président de la République. Vous savez, au regard des armes, n'est-ce pas, dont les assaillants étaient munis, et au regard aussi de leur discours, de leur organisation matérielle, c'est tout à fait normal. Donc, il n'est pas dit que si quelqu'un est venu vous tuer et qu'il ne vous a pas trouvé, mais il a quand même, n'est-ce pas, mis des coups de feu et incendié votre maison, qu'on ne dise pas qu'il ne s'agit pas d'une tentative d'assassinat. Parce que, ainsi de suite, vous voyez. Mais, je m'en vais aussi préciser une chose, monsieur Daniel Roland, hein, c'est qu'en droit pénal, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle des infractions impossibles. Impossibles en ce sens, c'est lui qui vient prétendre renverser le régime et qui vient mettre le trouble dans le palais de la nation, parce que d'après lui, le président de la République devait y être, puisqu'il faut savoir que vous et moi ici à Kinshasa, savons que monsieur le président de la République ne peut pas être à 4 h du matin, 1 h, 2 h selon les cas, n'est-ce pas, au palais de la nation. Il doit normalement être chez lui, comme tout le monde sait, les heures auxquelles le service commence et le service termine. Mais Christian Malanga, bien qu'étant, semble-t-il, congolais, n'est-ce pas? Bien sûr, il est congolais de son nom. S'il a changé de nationalité,
il n'est plus congolais parce que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne se prend pas en concurrence, n'est-ce pas? Elle ne se met pas en concurrence avec d'autres nationalités. Donc, une fois vous avez acquis la nationalité étrangère, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. Donc, Christian Malanga, s'il avait changé de nationalité, il n'était plus congolais. Mais, j'avoue que lui, comme il était à l'étranger, il ignorait bien entendu, n'est-ce pas, le fonctionnement peut-être de la présidence, même si il pouvait être en intelligence avec les gens qui travaillent à la présidence ou les gens qui, n'est-ce pas, sécurisent le président qui assure la sécurité du palais de la nation selon les cas, où on pouvait aussi, qui ne dit pas que quelqu'un avec qui il était en intelligence l'aurait, n'est-ce pas, menti en lui disant que, écoutez, aujourd'hui le président viendrait au palais de la nation, il y a telle manifestation qui va se tenir au palais de la nation, à l'issue de cette manifestation, vous pouvez venir pour, n'est-ce pas, mettre du feu, tuer les présidents selon les cas. Qui ne le dit pas non plus? Voyez-vous? Parce que nous n'allons pas nous apprendre sur l'apparence de la chose. Si nous nous en tenons sur l'ère à laquelle les troubles ont été faits, les actes ont été commis par l'équipe et la bande de Christian Malanga, on aurait le risque de dire qu'il n'a pas visé le président de la République parce que l'ère à laquelle les opérations ont été effectuées ne pouvait en aucune manière permettre à ce que le président y soit. Parce que le président de la République aussi, ils ont été au nombre de 36 et 50. Et 36 et 50 faire face à notre armée, n'est-ce pas? Qui a une litanie de généraux, qui a plusieurs militaires, qui est aussi, n'est-ce pas, fort en armement. Vous voyez, ce serait un peu poser des actes qui manquent à leur perfection. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas le fait que ces actes ont manqué à la perfection du coup d'État, comme tout le monde l'aurait attendu ou l'aurait appris, que Christian Malanga doit être exclu, les actes de Christian Malanga doivent être exclus de la considération d'une tentative de coup d'État. Non. Parce que le coup d'État, ça dépend bien entendu du mode opératoire du criminel, de son objectif à atteindre, de mesures prises pour se faire. Mais seulement par rapport aux actes préparatoires, n'est-ce pas, aux actes qui tendent à préparer la commission ou le renversement du régime, on peut se dire, bon écoutez, il n'était pas seulement intelligent pour parfaire ces actes criminels. Il n'était pas si intelligent pour, en tout cas, bien organiser ces actes criminels. Donc, monsieur Daniel Roland, vous pouvez comprendre avec moi que personnellement, en tout cas pas le risque, mais je pense que je peux dire que ces actes-là sont constitutifs des tentatives du renversement du régime au regard de leur mode opératoire, au regard de l'intention criminelle qui animait les agents, puisque, prenons l'image, monsieur Daniel Roland. Moi, j'ai pris par exemple, je prends, j'allais dire, une fourchette. Ouais. Vous voyez? Alors, du coup, je vous poignarde la fourchette sur la poitrine. Alors, du coup, vous n'êtes pas décédé. OK? Alors, devrions-nous dire, écoutez, si on renverse la fourchette, n'est-ce pas, de l'autre côté, il n'y a pas de dents, en percé, ça ne devrait pas aboutir à la mort. Et donc, par conséquent, je n'ai pas voulu tenter à votre vie. Parce que vous n'y êtes pas. Non, comme je vous ai dit, il existe en droit des infractions impossibles, monsieur Daniel Roland, parce que la tentative, comme vous le savez bien, elle est punissable au même titre qu'une infraction consommée. Mais dans la tentative, il faut savoir, monsieur Daniel Roland, il y a ce qu'on appelle des infractions qui sont tentées, selon que le criminel a posé certains actes, n'est-ce pas, devant conduire à l'aboutissement du résultat, mais une circonstance extérieure, indépendante à sa volonté, est intervenue pour l'empêcher à agir. Il peut aussi exister dans la même tentative, comme pas de la tentative, tentative, c'est deux choses comme je vous ai dit, infraction tentée ou manquée. Mais dans l'infraction manquée là, il peut y avoir une personne qui a manqué à l'atteinte du résultat, justement parce que, monsieur Daniel Roland, il y a une circonstance extérieure aussi qui l'a empêché. Mais dans l'infraction manquée dont je vous parle, il faut se mettre à l'idée qu'il y a aussi des infractions impossibles. Selon les cas, je viens au palais de la nation, ok? Non, même pas de la nation. Je peux venir pour tuer monsieur Daniel Roland, mais je ne les trouve pas dans la maison où je suis venu opérer. Alors moi là, j'ai trouvé par exemple une nounours sur les lits. J'ai pris mon arme, je commence à tirer. Sabotage. Prenons l'image. Quand je tire,
En réalité, celui qui est sur les listes, c'est les prototypes de M. Daniel Rolland. Mais ce n'est pas M. Daniel Rolland. Mais je me suis mis à tirer quand même. Quand je tire, mais je réalise, enfin, vous venez m'arrêter. Quand vous m'arrêtez, M. Daniel Rolland, vous prétendez que j'ai commis quoi? Voilà, c'est la tentative de l'assassinat de M. Daniel Rolland. Mais il se trouve que même dans l'hypothèse où mes armes étaient lourdement chargées, où j'avais même une bombe, prenons l'hypothèse, je ne pouvais en aucune manière atteindre mon objectif criminel parce que la cible n'existe pas. Voyez-vous? Donc vous voyez que ici nous sommes dans une circonstance où moi je crois poser tous mes actes pour atteindre mon résultat criminel, mais seulement l'objet qui doit me permettre de réaliser. C'est même pas l'objet, c'est-à-dire la cible elle-même n'existe pas. On doit me condamner à quoi? Voyez-vous? On doit dire que non, écoutez, c'est une tentative de coup d'État. Qui est-ce qu'ils ont visé? Chez le Vita Camere, on parle bien de tentative d'assassinat parce qu'ils ont manqué, n'est-ce pas? En réalité, il y a eu le policier qui avait réagi à leurs actes, le renfort, et puis ils sont partis, ils n'ont pas atteint leur cible. Mais si on prend maintenant l'image du sabotage du palais de la nation, moi je parlerai, certes, il y a eu tentative d'un coup d'État, ok, M. Daniel Rolland, mais qui est-ce qu'ils ont visé? Ils ont visé renverser le régime. Vous savez, la tentative d'un coup d'État ne s'explique pas qu'en la prise d'otage de la personne du président ou en tuant le président. Non, M. Daniel Rolland. Il peut aussi s'agir, vous prenez le pouvoir par la force, vous avez pris pour toutes vos dispositions utiles, le président, en tout cas, il est dans l'inertie totale, les généraux, ainsi de suite. Il n'est pas tué, mais le pouvoir a été ravi. Voyez-vous, M. Daniel Rolland. Donc, c'est pourquoi moi, j'estime que je ne peux pas qualifier de la tentative de coup d'État, même si ça manquait à sa perfection, d'une infraction impossible, parce que même s'ils avaient visé à tuer les présidents de la République, mais ils avaient dans leur objectif renversé le régime. Vous voyez, le renversement des régimes ne se traduit pas que par la tuerie du président de la République, plutôt que par le renversement du régime comme un régime constitutionnel organisé. Alors, pour les 25 minutes qui nous restent, M. Cédric, on va entrer dans le vif de ces sujets, ces débats aujourd'hui, de savoir si la RDC est capable de juger les Américains et Britanniques impliqués dans cette tentative du coup d'État. Si oui, aujourd'hui, quels sont les éléments juridiques qui démontrent que la RDC peut aussi se permettre de juger Marcel Malanga et d'autres sujets qui ne sont pas des Congolais par rapport à cet acte posé? Oui. Alors, merci beaucoup, M. Daniel Rolland, pour cette question. En réalité, en principe et en pratique même, voire théoriquement, la répression d'une infraction est un attribut, est l'un des attributs caractéristiques de la souveraineté d'un État. Et la justice, en réalité, est l'un des bastions, en tout cas, qui peut permettre à prétendre que tel État est encore souverain pour agir efficacement. Parce que l'État n'est pas que dans l'organisation matérielle des choses, mais aussi dans la protection, n'est-ce pas, de son territoire et de ses personnels, voire les biens qui sont dans ces territoires-là. Et donc, si on doit considérer ça comme principe, c'est que plusieurs États, n'est-ce pas, organisent la manière dont seront réprimées les infractions qui vont être commises sur leur territoire. Voyez-vous, M. Daniel Rolland. Mais il faut avoir à l'idée une chose, c'est que en matière de répression des infractions, il y a le principe, par exemple, de la territorialité, ok, des critères qui permettent aux États de choisir tel ou tel autre, n'est-ce pas, système, de telle sorte qu'ils puissent réprimer les infractions qui se commettent sur son territoire. Quelqu'un me dirait peut-être, écoutez, il y a les États-Unis qui demandent, bien entendu, l'extradition de ces sujets pour qu'ils soient jugés là-bas, parce que semble-t-il, on n'aurait pas de juridiction compétente pour juger et condamner à la peine capitale le criminel. Mais la réponse est simple, parce que le droit, c'est pas ce qu'on s'imagine, c'est ce qui réside dans les textes. C'est que dans notre pays, la RDC principalement, nous avons opté pour le principe de la territorialité. Ça veut dire, la RDC voudrait, l'article 2 bien entendu du Code pénal congolais,
livre 1 dispose que la RDC est compétente pour juger toutes les infractions commises sur son territoire national. Qu'importe la nationalité, n'est-ce pas, de ceux qui les ont commises. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, ça veut justement dire que à partir du moment où l'infraction est commise sur notre territoire, la RDC est compétente pour poursuivre les délinquants, le juger et les condamner. Et ces principes-là, monsieur Daniel Roland, je ne dis pas qu'il souffre de certaines exceptions, en ce sens que lorsque, de par le principe de territorialité, on voudrait juger n'importe qui, peu importe sa nationalité, il se trouve que l'infraction qui est commise en RDC, soit elle n'a pas été commise par un sujet congolais, soit aussi les éléments ou le produit de ces infractions, n'est-ce pas, ont terminé leur perfection ou continuent à se perpétrer, mais dans un État étranger. Voyez-vous? Alors, si on considère tous ces éléments, les lois de notre République n'ont pas aussi échappé à ces considérations. En ce sens que l'article 3 du Code pénal congolais prévoit le principe de l'universalité et aussi le principe de la personnalité, bien entendu, passive. Ça veut dire ceci, monsieur Daniel Roland. Certes, que de par le principe de territorialité, ça voudrait que si l'infraction est commise ici, qu'on le juge ici, peu importe la nationalité de celui qui l'a commise, n'est-ce pas? Mais la condition pour que la RDC soit compétente pour juger repose justement et uniquement sur les territoires. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Mais on prend maintenant l'image d'une personne qui commet une infraction mais qui est de nationalité étrangère. La RDC est compétente, de par le principe de territorialité, de juger Christian Malanga et tous ces gens, qu'importe leur nationalité. Seulement, comme je t'ai précisé, monsieur Daniel Roland, que la RDC a aussi prévu le principe selon lequel si un Congolais est victime d'une infraction commise à l'étranger et qu'il venait ici pour solliciter la répression de cette infraction, la RDC est aussi compétente pour juger le délinquant qui ne relève pas de sa nationalité. Je vous ai aussi en même temps dit que si on considère les actes de Christian Malanga, on considère leur nationalité, nous allons le juger indépendamment du fait qu'il y a des Américains et des Britanniques qui sont impliqués dans la tentative du coup d'État. Pourquoi? Parce que notre loi, ou nos lois au fait, notre code pénal congolais a opté pour le principe de la territorialité. Comme je vous expliquais, n'est-ce pas, bien avant, qu'il est des États qui se sont réservés, bien entendu, la compétence de juger exclusivement leurs sujets. Voyez-vous? Il est aussi des États, n'est-ce pas, qui voudraient que, écoutez, lorsque un Congolais, lorsque quelqu'un qui relève de sa nationalité a commis une infraction à l'étranger, celui-là, au lieu qu'il soit jugé ici, l'État étranger peut solliciter son extradition pour être jugé là-bas. Mais cela demande bien entendu des accords préalables. Il se pourrait que dans notre cas précis, la RDC n'a pas conclu un accord avec les États-Unis d'Amérique, de telle sorte que lorsque le sujet américain viendrait à commettre des infractions sur le territoire congolais, que cela puisse être renvoyé en Amérique pour être jugé. Non, ça n'existait pas. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Et donc, il n'est pas non plus aussi impossible que ces sujets-là puissent être extradés à l'étranger, parce que l'extradition n'est pas régie par les principes d'un accord, d'un traité conclu préalable à la commission des infractions. Non. Ça, en fait, c'est une matière presque administrative. Parce que ça concerne le gouvernement entre, et bien que mettant en cause, n'est-ce pas, mettant en jeu la coopération internationale judiciaire pénale. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Alors, dans le cadre d'une coopération internationale judiciaire pénale, un État peut soit solliciter l'extradition de ces sujets dans son État pour le juger, mais encore faudrait-il
que l'infraction que l'État qui sollicite, n'est-ce pas, l'État récurrent qui sollicite l'extradition, puisse aussi être puni dans son État là-bas. Parce que, M. Daniel Roland, il est tout à fait anormal que nous puissions juger le Congo, juger un étranger ici, pour l'infraction commise ici, où on ne les, même si on ne les jugeait pas, on ne le juge pas, l'État étranger sollicite qu'il soit extradé, mais il se trouve que dans son propre État, l'infraction là n'est pas prise en compte. C'est un problème. Donc, il faut normalement qu'il y ait la double incrimination. Ça veut dire, quand on dit assassinat, par exemple, ici au Congo, l'assassinat est condamnable, la tentative de renversement du pouvoir est condamnable, mais est-ce que là-bas, c'est aussi condamnable? Parce que si, et aussi, vous savez, le défaut du principe de la personnalité active, c'est-à-dire les ressortissants d'un État étranger qui commet une infraction à l'étranger, n'est-ce pas? Il peut être jugé chez eux. Mais seulement, il y a une dose, une pensée sur la dose de complaisance. Il y a une dose de complaisance sur même pas de complaisance, mais de partialité. Parce que lorsque nous jugeons d'après nos lois, on avec beaucoup de rigueur. Exactement, avec beaucoup de rigueur. Mais l'État de la nationalité duquel relève bien entendu les citoyens américains va juger, mais pas de la même manière que nous. Parce que les Américains peuvent dire aussi, bon, ok, comme ça ne touche pas notre pays d'une manière directe, on peut aussi, on peut les laisser. Si, mais il y a un problème, M. Daniel Roland. Vous savez, en matière de détermination de compétences de juridiction, n'est-ce pas, pour les infractions commises, nous devons avoir aussi en tête que la RDC prévoit le principe de réalisme, c'est-à-dire le principe de réalité. C'est-à-dire, toutes les fois où la RDC elle-même est victime, même d'une infraction commise à l'étranger, la RDC se réserve le pouvoir de juger ou réjuger le concerné qui ont commis les actes contre la sûreté de son État. Mais dans le cas d'espèce, c'est que ce n'est pas la RDC qui est victime à l'étranger, la RDC est victime à l'intérieur de son pays, sur son territoire. Donc, ce qui est tout à fait normal que la RDC va juger ces gens, non pas sur base du principe de la réalité parce que l'État congolais aussi est victime, mais sur base du principe de la territorialité. Mais rien n'empêche aussi à la justice congolaise, si ça arrivait que la RDC, parce que en vous suivant, c'est que vous dites que la RDC est compétente de juger Christian Malanga et ses compagnons pour cet acte, mais ça n'empêche pas à la justice congolaise de collaborer avec la justice américaine, par exemple. Oui, exactement, M. Daniel Roland. Vous savez, comme je vous disais tantôt, la coopération internationale, la coopération judiciaire internationale pénale se cristallise par 4 mécanismes. D'une part, l'extradition, n'est-ce pas, et l'entraide. D'autre part, la délégation de poursuites et l'exécution de décisions judiciaires étrangères. Voyez-vous, M. Daniel Roland, ça veut justement dire que quelqu'un peut commettre une infraction ici, dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale, l'État étranger peut demander à notre État de lui renvoyer le criminel pour qu'il soit jugé là-bas. Soit aussi de lui renvoyer ces criminels pour qu'ils purgent leur peine à l'étranger. Voyez-vous, M. Daniel Roland, il peut aussi, la coopération là peut aussi consister justement au fait de parfaire les enquêtes criminelles selon que le produit ou les éléments du crime ont été aussi découverts dans un autre État. Voyez-vous? Donc, c'est tout à fait normal que la RDC, même si les infractions ont été commises sur son territoire et que de par le principe de territorialité, elle est amplement compétente de juger ces gens, mais ça n'exclut pas la coopération entre États. Mais dans la composition, s'il faut qu'on juge ces personnes, est-ce que c'est possible aussi que les États-Unis puissent se dire, bon, ok, comme il s'agit de mes sujets, moi les États-Unis, je vous propose aussi que dans la composition, qu'on puisse avoir aussi des juges américains au nom de la partialité? Non. Non, pourquoi, M. Daniel Roland? En fait, en réalité, chaque État, ok,
comme je venais de vous dire tout sous peu là, que l'organisation de juridiction, les formalités relatives à la poursuite des infractions sur le territoire d'un État sont tributaires de la souveraineté de l'État. Ok? Donc, il est tout à fait impossible, bon, pour ne pas dire impossible, difficile, qu'un État puisse imposer à la RDC la manière de faire, la manière de juger ou la manière de contribuer, n'est-ce pas, à sa justice. Voyez-vous. Donc pourquoi? Parce que la RDC est compétente et ce sont les textes légaux congolais qui s'appliquent sur le fait infractionnel commis sur les territoires congolais, et la coopération ne doit en aucune manière tendre sur le fait de nous envoyer de personnes qualifiées juges pour venir siéger. Il ne s'agirait pas d'un tribunal pénal international, non. Il s'agirait des tribunaux pénaux congolais ou des tribunaux répressifs congolais qui statuent sur de faits commis sur le territoire congolais. Peut-être la coopération, en réalité, elle ne s'opère que sur, soit le fait pour les condamnés étrangers puissent purger leur peine à l'étranger, sur le fait que le criminel puisse être jugé à l'étranger. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Et dans le cas d'espèce, il est tout à fait aussi difficile que la RDC puisse, certes, admettre facilement d'extrader le sujet américain pour aller être jugé là-bas. Pourquoi? Parce que la RDC est mieux placée pour protéger ses institutions. Et aussi, c'est vraiment, les États-Unis doivent avoir de larges distances, même s'il s'agit de son sujet, de ses sujets. Pourquoi? Parce que les États-Unis savent actuellement que ce sont ces sujets qui ont été impliqués dans la tentative de renversement du régime. Voyez-vous? Et donc, si vous venez pour protéger ces gens, c'est vrai que ce n'est pas parce que les Américains ont tenté à commettre les infractions au Congo qu'ils sont moins américains ou qu'ils ne sont plus américains, parce que vous commettiez de faute ou pas, l'État est appelé à vous protéger, M. Daniel Roland, mais il faut avoir à l'idée que le principe de souveraineté des États est tout à fait différent de souveraineté, n'est-ce pas, de juridiction. Voyez-vous? Et donc, nous traduisons notre souveraineté par la manière de réprimer nos infractions et la manière de juger nos délinquants. S'ils vont demander que les gens-là soient extradés à l'étranger, nous pourrions le faire. Alors, dernière question avant de prendre la deuxième thématique de cette émission et puis chita avec l'émission. Maître Cédric, aujourd'hui, s'il faut qu'on puisse condamner Christian Malanga qui est mort, son enfant Marcel Malanga arrêté aujourd'hui et ses proches, est-ce que l'infraction concernant la haute trahison peut-elle aussi concerner les étrangers ou bien c'est spécialement pour les Congolais? Merci beaucoup, M. Daniel Roland, pour la question. Je crois que Christian Malanga, est-il toujours opportun d'en parler? Surtout sur le plan relatif aux poursuites. Pourquoi moi je ne trouve pas opportun d'en parler? Justement parce que la mort constitue une cause d'extinction de l'action publique. Ça veut dire que lorsque une personne a commis une infraction et qu'il venait à décéder, il n'y a plus moyen qu'on le poursuive. Si déjà, parce que c'est la poursuite qui conduit à la condamnation, mais si déjà il y a une cause, n'est-ce pas, qui empêche la poursuite, ça veut dire qu'il n'y a même plus moyen de parler, de dire que Christian Malanga doit être condamné ou ainsi de suite pour haute trahison et autres. Je ne trouve pas opportun. Mais je parle de ceux qui sont en vie, bien ceux qui sont restés. Par exemple, Marcel, son enfant aujourd'hui, qui est un sujet américain. Est-ce que s'il faut qu'on le condamne aujourd'hui, l'infraction concernant la peine, comment la haute trahison, comme a bien signifié par la circulaire de la ministre de la Justice Rose Mutombo, ça peut aussi s'appliquer pour les étrangers. C'est possible? Non, en fait, vous savez, en droit, même les termes ont leur détail. Ça veut dire, vous voyez Christian Malanga,
il est décédé. Je vous ai dit que du fait de son décès, M. Daniel Roland, n'est-ce pas, il n'y a plus moyen de poursuivre. Je viens maintenant sur l'autre plan Marcel. où ça concerne Marcel. Marcel, il est CIG américain. Ça n'exclut pas qu'on les condamne, mais quand je dis que même en droit, les termes ont l'air détail, même les termes ont l'air détail, ça veut justement dire que la haute trahison est absolument différente de la trahison. C'est deux concepts différents. La haute trahison, c'est une infraction qui consiste en la violation intentionnelle de la Constitution. Et cette infraction n'est prévue que contre le président de la République et le Premier ministre. Mais la trahison, c'est une infraction prévue par le Code pénal militaire. C'est tout à fait normal. Voyez-vous? Et donc, vous voyez sur la litanie des d'infractions que prévoit la ministre, bien entendu, de la Justice dans sa circulaire, le juge a la faculté, certes, de qualifier ces infractions-là. Il va se dire, écoutez, bon, il s'agit d'un côté de la trahison, il s'agit de l'autre côté, la tentative du renversement du régime, n'est-ce pas, est un acte qui est constitutif du terrorisme, parce qu'ils sont venus pour s'aimer la terreur. Tous ces actes-là, pris d'une manière, n'est-ce pas, isolée, permettront au juge de le qualifier tel qu'il se doit. Parce que tous ces qu'on fera relativement à la qualification, ce serait justement des qualifications provisoires, M. Daniel Roland. Mais la qualification la mieux idoine, ce serait celle qui résulterait d'une enquête approfondie, n'est-ce pas, sur le mode opératoire des actes commis par la bande de Christian Malanga et aussi sur l'intention poursuivie, n'est-ce pas, ou l'objectif poursuivi par ces gens-là. Et donc, je vous ai dit que dans toutes les infractions, en droit pénal principalement, tu peux avoir commis la tentative d'assassinat, n'est-ce pas? Sur le même chemin criminel, tu viens commettre aussi la tentative de renversement du régime du pouvoir. Tu viens commettre la trahison. Tu as commis peut-être l'espionnage, selon les cas. Le juge congolais va voir l'intention qui t'a animé à l'origine de la commission de ces infractions-là. De telle sorte qu'il puisse situer ces infractions dans le cadre soit d'un concours idéal en ce sens que je peux entrer dans cette maison, M. Daniel Roland, je commence par frapper la personne qui est à la porte, je la tue. Et en tuant, je détruis la maison. Je détruis la maison, je rencontre M. Daniel Roland, je le tue. Si dans mon intention était de tuer M. Daniel Roland, les infractions ont été commises d'une manière éparse. Voyez-vous, M. Daniel Roland? Donc, il y a concours matériel parce que lorsque j'ai tué la dame qui était à la porte ou la sentinelle, ce n'est pas l'arme tirée qui a tué et détruit. Je vous donne un exemple simple. Il y a eu destruction méchante, n'est-ce pas, au palais de la nation, par les assaillants. Certes, cet acte constitue bien entendu l'acte constitutif de destruction méchante. Mais au-delà de ça, la balle, par exemple, que tire quelqu'un, ok, contre un soldat. Prenons l'hypothèse que c'était l'enfant, c'est qui encore l'enfant de Malanga? Marcel. Prenons l'hypothèse que c'est Marcel. Marcel tire la balle non seulement que ça tue un soldat, mais aussi ça détruit la vitre du palais de la nation. Voyez-vous que là, c'est un seul acte qui débouche à plusieurs infractions. Il y a un seul acte qui entraîne la mort et la destruction méchante. En droit, c'est comment on va condamner la personne. En droit, on ne doit pas te condamner pour la destruction méchante et en même temps pour le meurtre. Non. En droit, on considérera, n'est-ce pas, l'intention que tu avais visée, c'était pour tuer. Ce n'était pas pour casser la vitre. Et donc, comme l'objectif criminel repose sur le meurtre et non la cassure de la vitre, on peut trouver cette infraction-là. Mais dans les cas d'espèce, M. Daniel Roland, c'est que nous sommes en face d'un concours matériel, c'est-à-dire de personnes qui commettent plusieurs infractions d'une manière isolée, mais avec une intention bien précise. De l'autre côté, ils vont déstabiliser, mettre en péril la maison, le domicile de Vital Kamerhe, mais de l'autre côté, ils viennent pour tirer sur les soldats qui sont au palais de la nation, détruire, ainsi de suite, dans l'objectif de viser à renverser le pouvoir. Donc, vous comprenez que dans les cas d'espèce, on peut condamner tous ces gens-là pour des infractions bien prévues par rapport à chaque fait criminel posé.
tous les soldats qui sont décédés, tous les gens qui sont aussi morts, excusez-moi, lorsque Christian Malanga et sa bande ravissaient de véhicules d'autrui en cours de route, Kevin est décédé. La bande sera condamnée pour meurtre, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, bref, il est possible que si les juges arrivent à qualifier le fait commis par la bande de Christian Malanga d'assassinat, que ces juges puissent le condamner à la peine de mort. Voyez-vous? Il est aussi possible que ces mêmes juges, après la condamnation à la peine de mort, que le ministère public puisse exécuter, c'est-à-dire procéder au fusillade, c'est-à-dire organiser la condamnation, organiser l'exécution de la condamnation de la peine de mort pour que s'opère le fusillade contre ces militaires, M. Daniel Roland. Mais le plus grand problème est lequel? C'est que le président de la République doit faire preuve de courage, d'audace, pour que la RDC puisse montrer aussi aux États étrangers que nous avons, n'est-ce pas, des juridictions capables non seulement de juger, mais aussi nous sommes un État qui doit aussi se défendre lorsque inoffensive, n'est-ce pas, les victimise. Donc, M. Daniel Roland, pour ne pas m'attarder là-dessus, vous auriez compris que toute le fois où le juge sera saisi, le ministère, et ainsi de suite, il est possible qu'on puisse condamner les délinquants là à la peine de mort. Mais le problème, c'est sur l'exécution. Je vous ai dit, quant aux infractions, n'est-ce pas, qui échappent peut-être à la circulaire, je dis bien, quant aux infractions commises d'une manière isolée, qui échappent à la circulaire de la ministre, on ne saurait pas condamner ces gens, on ne saura pas exécuter à mort ces gens. Parce qu'il faut vérifier sur la liste, sur la circulaire de la ministre, si le fait commis rentre dans le contexte, n'est-ce pas, prévu par la circulaire. Puisqu'il n'est pas interdit, et il n'y a jamais été, de prononcer la peine de mort contre les assaillants ou les criminels. Mais il était plutôt interdit d'exécuter la peine de mort. Et à partir du moment où la ministre, n'est-ce pas, de la Justice a pris la circulaire et qu'il y a des assaillants, Christian Malanga et autres, qui ont commis ces infractions, il est possible que le juge condamne et que le ministère public puisse exécuter. Mais seulement que le président de la République, à la demande de la grâce présidentielle, parce que c'est possible, l'article 178, je crois bien, de l'arrêté d'organisation judiciaire, n'est-ce pas, ou portant règlement intérieur du parquet et des cours des tribunaux, prévoit, M. Daniel Roland, qu'avant toute exécution de la peine de mort, il faut une demande de grâce présidentielle. Il faut que le président, plutôt que de garder silence, que le président, en tout cas, puisse donner son aval sur l'exécution de la peine de mort n'est-ce pas, à laquelle seraient condamnés les criminels. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de donner un conseil au gouvernement congolais, à la justice congolaise, si ça arrivait que les États-Unis puissent demander l'extradition de ces sujets, qu'est-ce que vous allez conseiller au gouvernement congolais? De les retenir, de les juger aussi ici, ou bien de les laisser aller aux États-Unis pour être jugés par la justice américaine? Bon, en réalité, M. Daniel Roland, nous connaissons nous tous la puissance des États-Unis d'Amérique. Voyez-vous, donc ce n'est pas un État, je dirais, ce n'est pas un État qui est considéré sur le pied d'égalité que tout autre, même si les États sont appelés à être égaux. Voyez-vous, M. Daniel Roland, parce que dans la communauté internationale, les États-Unis prennent une place la plus prépondérante. Les combles seulement, c'est que nous avons toujours, comme d'habitude, décrié la justice des deux poids deux mesures. Ou lorsque c'est un noir ou un africain commet un crime à l'étranger, on le juge avec extrême facilité, avec beaucoup de rigueur. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'un blanc qui commet une infraction ici au Congo, c'est maintenant une autre chose. Voyez-vous, M. Daniel Roland. Donc bref, moi je dirais, il faut que l'État congolais, en tout cas à la limite, puisse d'abord considérer les actes et la gravité des actes commis par les assaillants, par cette bande criminelle, et l'État congolais puisse juger ces gens. Si on pourrait extrader, l'extradition pourrait porter que sur le fait d'exécuter, sur l'exécution de la peine. Voyez-vous,
l'exécution de la peine et non sur la condamnation ou le jugement de ces gens-là à l'étranger. Ce serait un acte qui traduirait un aveu de faiblesse pour la RDC. Alors, dernière question, pour chuter avec l'émission Maître Cédric. Vous êtes juriste, vous connaissez la réalité congolaise aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe à Kinshasa et dans d'autres provinces constituées à ce pays. Un État qui n'arrive pas à sécuriser sa population, un État qui n'arrive pas à mettre des stratégies de sécurisation dans un État où règne la criminalité en tout moment, à partout, dans les recoins et recoins. Comment peut-on qualifier ce genre d'État? Bon, il faut d'abord savoir, Monsieur Daniel Roland, la sécurité est une chose. L'insécurité aussi en est une autre. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble parce que l'État, n'est-ce pas, est appelé à organiser les choses. Mais le problème repose beaucoup plus sur la manière, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité dans un État. Est-ce qu'avons-nous le dispositif, n'est-ce pas, sécuritaire exigé? Vous voyez-vous, Monsieur Daniel Roland? Parce que c'est tous les jours ici qu'il y a des enlèvements. C'est tous les jours ici qu'on apprend qu'il y a telle personne qui a été enlevée. Et j'ai reçu un témoignage d'un client qui dit, écoutez, mais il y a des gens qui sont enlevés jour et nuit ici, sur qui on extrait le rein. Et c'est jour et nuit qu'on les fait. Moi, j'en suis rescapé. Voyez-vous? Alors, je me suis dit, c'est où? Non, du côté des Maluku, là-bas, au fin fond. Donc, vous comprenez, M. Roland, que les défis auxquels la première ministre est butée, c'est justement celle d'assurer la sécurité des personnes en renforçant la police nationale congolaise, en renforçant, n'est-ce pas, le militaire. Ce serait mieux. Donc, c'est un État bref faible. Un État faible, un État en tout cas qui n'a pas de moyens. Ce qui est détonnant, c'est que si plusieurs détournements se commettent sur des choses moindres, nous acceptons de détourner 300 millions de dollars, beaucoup d'argent, mais nous oublions, Monsieur Daniel Roland, qu'il y a de personnes à sécuriser. Vous voyez qu'on parle des lampadaires. Le fait seulement de mettre des ampoules, des tubes le long des chaussées, ça vaut déjà une mesure prophylactique pour sécuriser la population. Donc bref, je dirais qu'il faut que le gouvernement puisse avoir des personnes non seulement loyales, mais des personnes dotées de bonne volonté pour faire les choses. Alors, ça n'est fini pour cette émission. Prochainement avec Maître Cédric, nous allons revenir avec sur les bavures policières. Ici à Kinshasa, ça n'est de trop. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de témoignages de la population qui en parle en tout moment. Les arrestations arbitraires, surtout depuis le début de cette opération Panthère lancée par Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Et j'en parlais au début de cette émission, on se permet d'arrêter même les jeunes. Quand vous avez beaucoup de chevilles, on vous arrête, on dit que c'est une infraction. Maître Cédric qui va nous donner les éléments les week-ends prochains. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Maître Cédric, merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Merci, Monsieur Daniel Roland. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Que vive la République, vive la RDC. À la prochaine.